Bonsoir, moi je vous parle depuis Namur où on aurait pu normalement se rencontrer si on n'avait pas dû faire ça par téléconférence. Le hasard fait que j'ai aussi mis une photo de la Meuse, c'est la même que celle qui coule chez Pierre, mais peut-être un peu plus propre, si je peux me permettre, Pierre. Donc voilà, mais donc comme vous l'avez vu, comme Pierre vous l'a expliqué, ces sessions ont un intérêt d'essayer de présenter différents topics variés et de faire interagir parfois en fonction de cas cliniques. Ça se fait avec l'association, grâce à nos partenaires, je vais dire, de l'industrie du médicament et du pacing que nous remercions, et avec le partenariat du Belgian Working Group. Le titre que j'ai mis, c'est Device, quand sait-on? Et donc, ça va me permettre de dire, ben oui, je sais, je sais, je sais. Ça me fait un petit peu penser à la chanson de Jean Gabin, où on a l'impression d'être des jeunes cardiologues qui ont dit, ben oui, l'insuffisance cardiaque, bien sûr qu'on sait comment la traiter, bien sûr qu'on sait quel médicament il faut donner, bien sûr qu'on sait quand il faut référer nos patients pour la thérapie de resynchronisation ou pour faire implanter un défibrillateur. Maintenant, à force d'en faire, je suis plus un petit peu comme Galilée à me dire, ben voilà, plus j'en apprends, plus je m'aperçois que je ne sais pas, parce que, comme vous le savez, ce sont tous des champs d'application de la médecine qui deviennent de plus en plus pointus. Et donc, je pense que c'est avec beaucoup d'humilité qu'il faut aborder ces sujets, et que je vais le faire ce soir. Le maître mot de ma présentation, ça va être optimalisons tout simplement ce qu'on a déjà comme connaissance à ce sujet. Attendez, je vais essayer d'éliminer parce que j'ai toujours d'autres personnes là sur l'écran. Voilà. Et donc, comme le veut un peu la coutume et le protocole, je suis parti d'un cas clinique. Alors, j'avais le choix soit de prendre un cas clinique un petit peu compliqué, un peu poussé, où on aurait pu mettre en évidence comment on a utilisé de la toute haute technologie. Maintenant, j'ai librement fait le choix de prendre un cas vraiment tout à fait passe-partout, parce que je crois que ça va mieux introduire la suite de la présentation, et que finalement, si on commençait déjà par bien prendre en charge les situations simples et de façon large, on serait évidemment beaucoup plus efficace que de parfois courir après des cas très compliqués. Donc ici, l'histoire du patient dont je vais vous parler, c'est un patient, quand je l'ai vu pour la première fois il y a 2 ans, il avait 72 ans. La rédaction du dossier a été vite faite parce qu'il n'avait pas d'antécédents, pas de facteur de risque cardiovasculaire et pas de traitement. Son médecin traitant l'envoie parce que depuis 3 semaines, il a une dyspnée croissante. Vous voyez qu'il a des paramètres biométriques, on ne peut plus dans les limites de la normale. Il y a une fréquence cardiaque, certes à 94, mais avec une tension artérielle qui est bonne. Et il a quand même, en plus de sa dyspnée, des œdèmes des membres inférieurs. À l'électro, il a un rythme qui est sinusal. Il a quand même des petits troubles de la conduction, un BAV du premier degré, un bloc de branche gauche incomplet avec des petits troubles de la repolarisation. Et je suis un petit peu surpris de tomber en voyant le type comme ça, avec une fraction d'éjection aussi basse à l'écho, 25-30%. Surtout une cardiopathie dilatée et des pressions pulmonaires qui étaient plutôt limite supérieure, une petite dilatation de la veine cave inférieure, et sans que j'ai une explication franche, un petit épanchement le long du bord libre du ventricule droit. Donc l'attitude en consulte, ça a été de dire, ben, je vais lui donner des petites doses de diurétique, il a quand même des œdèmes, il est quand même dyspnique. Je l'ai à l'époque placé, j'ai entamé un traitement par IEC et carvedilol, et je lui ai proposé une brève hospitalisation pour compléter le bilan. Donc jusque-là, je pense que c'est vraiment de l'everyday practice pour tout le monde. La bio est finalement peu remarquable. Il y a une fonction rénale qui est bonne, un ionogramme, je vais dire, satisfaisant, et un NT-proBNP, comme on s'y attendait, qui est élevé, mais enfin qui n'est pas non plus à plus de 35 000. Il a eu une choro qui était tout à fait normale. Et on lui a également fait une RMN dans un cadre évidemment à la fois un peu de quantification du problème et de recherche étiologique. Et on a confirmé simplement une cardiopathie dilatée avec une fraction d'éjection par cette technique évaluée à 18%, une hypokinésie diffuse, mais un asynchronisme visuel tout à fait franc. Et il avait encore un stroke volume qui était conservé. Donc avec sa fréquence cardiaque, on avait un débit tout à fait bon et un VD qui était bon aussi. Donc,
En pratique, ce patient, à ce moment-là, n'a pas bénéficié tout de suite d'une indication thérapeutique parce qu'il était passé par l'intermédiaire de l'hôpital de jour pour cette mise au point et donc il n'a pas eu l'occasion de voir notre infirmière d'insuffisance cardiaque. J'ai entamé un traitement par Entresto. J'avais prévu un schéma pour titrer l'Entresto, comme on l'aurait tous fait, je pense, et demandé à le revoir sans trop traîner pour la suite de la prise en charge. Et puis, ben, je suis resté sans nouvelles du patient pendant un an. Et puis un an après, c'était juste avant le Covid, le patient revient simplement pour un contrôle parce qu'il sait qu'il a quelque chose au cœur, il est parfaitement asymptomatique et j'ai une bonne surprise, c'est qu'il est sous Entresto à dose optimale. Donc ça veut dire que j'ai été content parce que c'est quand même rare que la titration se fasse comme ça en médecine générale de façon aussi optimale. Mais bon, je suis vite retombé dans le real life. Il était toujours quand même sous diurétique malgré qu'il ne paraissait en tout cas cliniquement plus congestif. Et les doses de Credex, elles, n'avaient pas été up-titrées. À savoir aussi que le patient n'avait pas bénéficié de revalidation cardiaque, peut-être aussi parce que sa mise au point avait été faite en hôpital de jour, donc il n'avait pas signé de convention par rapport à l'insuffisance cardiaque. Et donc, quand je le revois, il a perdu 8 kilos. Et je comprends un petit peu mieux aussi pourquoi le Credex n'a pas été poussé. C'est qu'il est plutôt bradycarte avec une tension artérielle plutôt basse. Il a toujours cette fraction d'éjection abaissée à 20-25 avec une pression pulmonaire étonnamment bonne. Et il a quand même une capacité à l'effort qui est relativement limitée. Il bloque à 100 watts, 95% de sa fréquence max. Donc, en fin de consulte, je lui propose quand même d'être pris en charge pour notre clinique d'insuffisance cardiaque pour de l'éducation thérapeutique. Je propose d'intensifier les bêta-bloquants. Je lui mets un holter pour voir s'il n'a pas d'arythmie ventriculaire. Je sens le patient assez dubitatif et je lui dis, écoutez, recontactez-nous quand vous êtes décidé, mais au plus tard dans 6 mois. Et donc, à nouveau, pendant un an, pas de nouvelles. Donc, à nouveau, je crois qu'on est vraiment dans notre everyday practice. Jusqu'il y a quelques 15 jours, à peu près, ou 3 semaines, le patient m'est réadressé cette fois-ci par un anesthésiste parce qu'il doit être opéré d'un hématome, semble-t-il, calcifié au niveau d'une hanche. Et donc, le patient se présente en disant qu'il est limité au niveau ortho, mais qu'avant ça, il ne marchait plus que 300-400 mètres d'un seul coup, des œdèmes des membres inférieurs. Il a repris 7 kilos et il a une tension artérielle un peu meilleure, une fréquence cardiaque un peu plus élevée et toujours des signes de congestion sous forme d'œdème des membres inférieurs. Donc, je vous dis, c'est vraiment de l'everyday practice. Ça, c'est son électro. Il y a quand même un bloc de branche gauche avec certes un QRS qui n'est pas très très large, un bloc de branche gauche qui n'est pas tout à fait typique, mais qui est quand même complet. À l'écho, malheureusement, je n'ai pas su faire tourner la dynamique pour vous montrer l'asynchronisme, mais il garde une cardiopathie qui est dilatée, avec une fraction d'éjection qui a été réévaluée en 3D entre à nouveau 15 et 20%. Donc, sa bio était non relevante. La première question, est-ce que face à ce patient, vous pensez qu'il est éligible pour l'implantation d'un device? Voilà, je ne sais pas si tout le monde a voté. Voilà, donc ici, on a quand même beaucoup, beaucoup de monde qui dit, ben oui, OK, il est éligible pour un device. Donc, je passe directement à la deuxième question. Ouais, ah, voilà. La deuxième question, c'est en partant du principe qu'on va envisager de l'appareiller, je choisirais soit de lui implanter un DEF monochambre sous-cut. Je propose de lui implanter un DEF monochambre transveineux. Je propose un PS triple chambre ou un DEF triple chambre où ben, finalement je me rends compte que le type est quand même pas très compliant. Donc je préfère ne pas l'appareiller pour le moment. Voilà, je sais pas si... Et donc, voilà, donc les deux tiers quasi proposent un def triple chambre. C'est vrai qu'on aurait pu discuter de voir si avec un PS triple chambre, on ne savait pas l'améliorer. Et peut-être que vu que le patient est un peu réfractaire à tout ce qui touche à la chose médicale, lui implanter un sous-cut lui aurait peut-être à lui mieux convenu. Et donc, clairement, et j'en passe, on peut changer, on peut effacer la question. Ouais, voilà. Ça, je sais passer à la question suivante. Je ne vais pas, parce que de toute manière, on manque de temps pour nos présentations, réinsister sur l'ensemble des guidelines, mais je vous rappelle que dans les guidelines, clairement, il y a des guidelines avec des niveaux 1, 2, 3
concernant l'implantation des défibrillateurs chez le patient avec une insuffisance cardiaque, et il y a des guidelines pour la thérapie de resynchronisation qui sont tout aussi claires. Et donc ici, le patient, ben, c'est clair, devait avoir un défibrillateur ou devrait avoir un défibrillateur et est en classe 1B avec un bloc de branche gauche et un QRS entre 130 et 140 avec une fraction d'éjection inférieure à 35%. Donc clairement, ce patient devrait bénéficier de ça. Donc j'en reviens un petit peu. Ah ben oui, ben ça on savait. D'ailleurs, il y en a 66% à avoir dit qu'il fallait le faire. Et donc j'en reviens à la chanson de gamin qui dit ben oui, l'amour, j'en ai fait tout le tour. Ben, j'ai l'impression qu'on a tous aussi fait le tour des guidelines. Sauf que quelque part, je vais dire, c'est bien, mais comment ça se fait qu'on ne le fait pas forcément dans notre pratique, donc optimalisons. Et donc le reste de la présentation ici va être un peu centré sur un bel article qui a été publié il y a quelques mois, fin décembre, dans le European Journal of Heart Failure, concernant justement l'optimalisation de l'implantation, de l'implémentation de la thérapie de resynchronisation. C'est un joint position statement de l'HFE, de l'IRA et de la Société européenne d'imagerie. Donc, c'est vraiment un papier qui a les reins solides, comme on dit. Et je vous rappellerai que le premier auteur, Cocorico, est belge, c'est Wilfried Mullens de Genk qui a rédigé ça. Et donc, dans leur papier, ils proposent 4 actions pour optimaliser justement le recours à la thérapie de resynchronisation. La première, c'est de résoudre la problématique de la sous-utilisation. Donc, on va y revenir. La deuxième, c'est de redéfinir nos objectifs en termes de réponse par rapport à cette thérapie. La troisième, c'est d'améliorer les caractéristiques avant l'implantation. Et la quatrième, c'est de voir comment on doit s'organiser pour optimaliser l'outil au mieux. Alors, je ne vous cache pas que soit qu'on survole ces 4 points, soit qu'on va plus en profondeur dans l'un ou l'autre. Et donc, j'ai choisi de plutôt la jouer en mode deux tomes et se dire, tiens, je vais me concentrer sur les 2 premiers points et voir comment on va pouvoir au moins mettre la CRT sur orbite. Et donc, il y aura certainement un tome 2 à nos présentations où on pourra aller un petit peu plus dans le détail des actions 3 et 4. Donc l'action 1, c'est de voir comment on peut résoudre la sous-utilisation de la thérapie de resynchronisation, je vais dire, à l'heure actuelle. Attendez, je vais essayer, parce que j'ai toujours les photos sur l'écran qui me gênent. Enfin, bon, voilà. Et donc, cette action 1, je l'ai sous-divisée en 4 points. La première, est-ce que pour le moment, on sur ou est-ce qu'on sous-consomme en matière de resynchronisation? Alors, pour ça, il faut savoir quel est le ratio entre l'éligibilité des patients, selon les guidelines, et le taux, je vais dire, d'implémentation. On va me dire, oui, mais enfin, comment peut-on calculer ça? Comment peut-on savoir si on surconsomme ou est-ce qu'on sous-consomme? Le calcul est juste impossible à faire. En fait, il n'est pas si difficile que ça. On sait que dans la HFrEF, il y a environ 35 à 40% des patients qui ont un bloc de branche gauche, un bloc de branche, dont 20 à 30%, c'est un bloc de branche gauche. Et on sait aussi qu'il y a toute une série de patients qui, de toute façon, ne savent pas être aux doses tout à fait optimales de leur thérapeutique médicamenteuse. Et donc, on est tout à fait dans les critères théoriques d'implantation. Et donc, selon des registres qui datent maintenant d'il y a quelques années, 5 à 10% de nos patients insuffisants cardiaques, en tout cas HFrEF, sont éligibles. Et donc, dans les registres européens, cela voudrait dire qu'on devrait implanter environ 400 unités de PS ou de DEF resynchronisants par million d'habitants en Europe. Quand on regarde ce qui se passe dans dans un relatif récent registre européen qui a été publié également il y a seulement quelques mois, en 2020, on voit que le taux d'implantation des resynchro-PS augmente tout doucement et qu'il y a un tassement pour les resynchro-DEF, mais vous verrez qu'on n'atteint jamais qu'entre 150 et 200 implantations par million d'habitants. Donc par rapport aux 400 qui sont recommandés, on est largement en dessous. Et quelle est la situation en Belgique? On voit que j'ai retrouvé les chiffres pour les implantations des CRTP depuis quand même une vingtaine d'années. Vous voyez que la courbe est croissante, même si elle se tasse un petit peu. Et quand on rajoute les défibrillateurs sur les dernières années, vous voyez qu'on arrive à un chiffre de plus ou moins 2000. Or, quand on regarde la population belge, si on se réfère aux statistiques auxquelles on devrait s'attendre au niveau européen, on devrait être 2 fois plus haut. Donc, sur base de ces chiffres, je sais que c'est des chiffres un petit peu à la grosse louche, mais
on peut estimer quand même que largement, on ne surconsomme pas en termes d'implantation de DEF, mais qu'on est plutôt dans la sous-consommation claire et nette. Alors, quand on regarde des registres qui remontent à maintenant, qui ont été présentés il y a plus de 10 ans, et qu'on regarde pourquoi il y a si peu d'implantation, Liechtenstein avait proposé un papier là, en 2012 déjà en disant que parmi tous les patients qui sont éligibles, il y en a déjà 36% qui ont été considérés à tort comme étant non éligibles. Il y en a 54% pour lesquels les données qui auraient pu servir à prendre la décision correctement n'ont pas été collectées et que finalement, parmi tous les patients qui sont théoriquement éligibles, il n'y en a que 9% qui ont été considérés comme éligibles et parmi ces 9%, il n'y en a encore que 40% de ceux-là qui ont véritablement reçu leur CRT. Donc, ça veut dire qu'on est quand même loin du compte. Ruchitska, qui à Zurich a une clinique d'insuffisance cardiaque depuis de nombreuses années, avait fait une étude pour voir qui référait le plus ses patients pour la CRT, mais c'était par l'intermédiaire de sa clinique de l'insuffisance cardiaque. Donc je ne dis pas que les autres médecins ne savent pas référer, mais clairement c'est un endroit où le taux de recrutement est quand même plus élevé que dans les autres modes d'approche. Je ne vais pas trop traîner sur les taux d'implantation des défibrillateurs par manque de temps, mais au total, retenez quand même que le chiffre de 2 tiers de patients qui ne sont pas resynchronisés alors qu'ils le devraient l'être, ce n'est pas du pipeau, donc c'est la réalité un petit peu de tous les jours. Il y a des facteurs qui ont été clairement associés à cette non-référence. Parfois, on dit que c'est parce que les patients sont trop âgés. Donc, ce sont des facteurs ici qui sont européens. Donc, je ne dis pas que c'est notre réalité belge à 100%, mais en tout cas, il y a un fond de vrai aussi chez nous. Parfois, c'est par manque d'implantation, de centres d'implantation proches. Donc, c'est peut-être un peu moins vrai en Belgique que dans certains pays européens. Aussi parce qu'il y a des épisodes de décompensation qui sont plus courts. Donc, on est parfois moins impressionné et donc on a moins psychologiquement envie d'aller chercher des techniques qui sont considérées comme plus lourdes, plus coûteuses et plus à risque. Dans certains pays, ils ont remarqué quand même que si on compare les centres où il y a une study nurse, donc souvent une clinique d'insuffisance cardiaque, c'est un des facteurs limitants au recours à la resynchronisation. Le fait que les patients sont suivis parfois en dehors du monde cardiologique, parfois en gériatrie, parfois en pneumologie, parce qu'ils ont juste une petite insuffisance cardiaque, puis ils ont été revus par d'autres services, fait qu'ils ne sont pas sélectionnés. Et alors, il y a un autre paramètre qui est assez inexplicable, c'est que dans les registres, je veux dire, d'implantation, il n'y a que 25% des femmes, et donc ça reste un petit peu mystérieux. Pourquoi y a-t-il si peu de femmes qui sont sélectionnées pour une CRT? Par contre, ce qui est intéressant de voir quand même, c'est que quand on compare un petit peu les guidelines par rapport au registre dans notre real life, on sait voir si on a implanté chez les bons patients. Et donc, dans le Euro CRT Survey, qui est vraiment une publication toute récente, on voit que 67% des patients qui ont été implantés, c'était pour un motif de classe 1. Mais donc, ça veut dire aussi qu'il y a encore 33% des patients qui sont implantés avec des niveaux d'évidence qui sont plus faibles, même si on peut considérer que la classe 2A est souvent quand même relativement bonne. La Belgique se défend relativement bien parce que vous voyez qu'on est les deuxièmes en commençant par la gauche quand on analyse le ratio classe 1 d'indication et classe 2. C'est un petit peu étonnant parce que quand on voit certains pays du Nord ou la Suisse sur la droite du graphique qui ont un ratio qui est moins bon, c'est peut-être aussi parce qu'ils implantent plus que nous et donc forcément en implantant plus, ils ont peut-être parfois des indications qui sont un tout petit peu plus limites. Alors il y a évidemment des considérations économiques dans l'implantation, donc il faut les connaître, mais sachez quand même qu'en Europe et aux États-Unis, tout ça a été étudié, vous vous en doutez, entre autres et en grande partie par les organismes payeurs de ce genre de device. Vous connaissez toutes les règles du jeu par rapport à ça en Belgique. Et il faut savoir quand même que le fameux calcul de l'ICER qui permet de voir si on est rentable, au moment où on investit, ça fait toujours peur parce qu'on doit investir en gros montant, mais quand on recompare ça par rapport aux complications, aux réhospitalisations et aux fameux critères CADI, on sait qu'il y a un threshold aux États-Unis et en Europe en dessous duquel on est clairement. Donc oui, ça reste une thérapeutique qui est économiquement rentable. La quatrième chose par rapport donc à cette action 1, c'est de savoir quelles sont les stratégies qu'on peut utiliser pour dépasser cette sous-utilisation. Et la première, c'est d'essayer de sensibiliser un maximum de praticiens. Donc sensibiliser même la première ligne en disant, tiens, quand vous avez un incident cardiaque,
quand vous faites des électros, ne banalisez pas l'électro. Si le patient avait un QRS fin et que maintenant il a un QRS large, attention, même si vous trouvez que le patient est bien, faites appel à l'équipe, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train d'évoluer et ne banalisons pas. Il faut savoir s'attaquer ouvertement à des mythes bien ancrés, je vais y revenir tout de suite. Il faut savoir que le fait que les patients soient vus parfois par des infirmières qui vont avoir un peu plus de temps, trouver d'autres mots, avoir plus de proximité avec les patients pour leur montrer et leur démystifier ce que c'est que la resynchronisation ou le défibrillateur. Les associations de patients aussi, dans certains pays, ça marche quand même vachement bien, peut-être un peu mieux que chez nous, où les patients entre eux se disent « Ah ben oui, j'ai quand même été amélioré par mon matériel, tu ne dois pas avoir peur qu'on t'en mette un, etc. » Je pense que ça peut marcher. Et alors l'utilisation de bases de données, ça permet aussi, en tout cas, bon, nous on en a une maintenant chez nous à la clinique, et c'est vrai que quand je regarde tous les patients qui sont dans la base de données et qui ont les critères pour ne fût-ce qu'avoir une resynchronisation, et quand je compare ça au nombre de patients qui ont été implantés, mais de fait, on se rend compte qu'il y a un gap, et donc c'est un stimulus pour essayer de le combler. Alors, parmi les mythes liés à la sélection des patients, il y a un des mythes qui est assez bizarre, qui est le patient a une étiologie ischémique, donc il va bénéficier moins de la CRT. Alors, c'est vrai que s'il est ischémique et qu'il a des grosses séquelles, il va avoir moins de chances d'avoir un remodeling positif, mais je vous rappellerai quand même que la réduction du risque relatif post-CRT est équivalente, qu'on soit ischémique ou pas, pour des critères quand même très importants que sont la mortalité et les hospitalisations pour de l'insuffisance cardiaque. J'en ai déjà parlé, si le patient a un QRS fin, il n'aura jamais d'indication, ben, ce n'est pas vrai, donc il faut continuer à suivre ces patients et se dire, oh ben oui, celui-là ne sera jamais traité que par médicament. La CRT ne doit être considérée qu'après plusieurs échecs. Par pitié, ben, arrêtons de dire, ben, tiens, on va encore essayer, on verra d'ici un an, etc. On sait que les patients, une fois qu'ils ont atteint un peu leur dosage, qui sont parfois des petites dosettes de médicaments, ils vont justement pouvoir être mieux titrés une fois qu'on les aura resynchronisés. Si le patient a des morbidités multiples, ça ne vaut pas, il ne va pas tirer un bénéfice sur le long cours de sa CRT, sauf que ces patients ont justement souvent un risque de mortalité qui est plus élevé et qu'en valeur absolue, ben, c'est peut-être eux qui vont encore le plus tirer bénéfice de cette CRT. Parmi les autres idées préconçues, c'est de se dire, ben, tiens, ils ont tous moins 35% de fraction d'éjection, donc ils doivent tous avoir des DEF, et donc c'est quand même plus lourd, il faut descendre, on n'a pas un nombre, le remboursement des DEF est limité, etc., etc. On sait aussi qu'il faut savoir choisir les CRTP à bon escient. Il y a toujours ce critère qui est bien ancré dans la tête de beaucoup de monde, c'est de dire, oui, mais enfin, on n'a pas des critères d'asynchronisme à l'écho. Souvenons-nous quand même que ça nous aide parfois à prendre des décisions chez des patients difficiles, mais que ça ne fait pas partie des critères de sélection pour la CRT officiellement dans les guidelines. Alors, je vais passer sur un autre point qui est encore probablement le pire, mais je vais y revenir dans l'action 2, c'est que 30% des patients ne répondent pas à CRT. C'est un mythe qu'il faut vraiment éliminer, parce qu'il y a évidemment ça aussi, c'est de se dire, mais tiens, si on fait toutes les démarches de l'implanter en sachant qu'il y a une chance sur 3 qui n'en bénéficie pas, à quoi bon l'implanter? Le dernier mythe, on en a déjà parlé, c'est que ça coûte cher. Je vous ai montré que ça a été largement étudié et que ce n'est pas forcément le cas. Alors, la deuxième action qu'on doit mettre en place pour essayer d'améliorer nos performances de la thérapie de resynchronisation, c'est probablement de remplacer la terminologie réponse à la thérapie de resynchronisation par le Disease Modification by CRT. Alors, c'est vrai que c'est un anglicisme, c'est vrai, mais je pense que ça veut encore plus dire que si on traduit entre guillemets en français. Comme je vous l'ai dit, si on repart du principe qu'on trouve que le coût est élevé, que les patients vont avoir un device qui est implanté à vie, qu'il y a des complications péri- et post-procédurales, on va retarder, on va postposer la décision de l'implantation jusque quand les thérapies ne fonctionnent vraiment plus ou pas. Et parfois, ben, malheureusement, on offre la thérapie un peu trop tard aux patients. Et ça peut aussi parfois nous donner l'impression que finalement, ça marche moins bien. Donc 30% de non-réponse, c'est ce que beaucoup de gens pensent et c'est ce qui est relativement diffusé et surmédiatisé dans la littérature. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a des cut-offs qui sont relativement arbitraires de remodeling. Le plus souvent, on dit, ben, tiens, pour que le patient soit considéré un remodeling positif, il faut qu'il y ait une diminution de son diamètre télédiastolique du VG de plus de 15% et il faut qu'il y ait une amélioration symptomatique.
S'il n'a pas ça, le patient n'est pas un bon répondeur, donc c'est que la thérapie n'est pas bonne, on s'est encore trompé. Alors ça a pour conséquence que malheureusement, ça a mis pas mal de défiance par rapport à une thérapie qui, par ailleurs, a une evidence-based medicine qui est tout à fait claire en termes de mortalité. Et donc, c'est vrai que cette non-réponse est un peu incompréhensible car, en réalité, il n'y a pas de véritable consensus pour dire quand il faut mesurer la réponse à la CRT, comment il faut la mesurer, et encore bien même quand on a un paramètre, quel est l'ordre de grandeur de changement du paramètre qui constitue une vraie réponse à la CRT. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'il y a toute une série de facteurs prédicteurs potentiels de réponse. Et donc, si vous allez voir dans la littérature, il y a une longue liste qui peut être retrouvée, mais beaucoup de ces facteurs sont basés sur des registres observationnels et donc il n'y a pas de données contrôle. Donc, ça veut dire que la relation n'est pas très fiable entre le facteur dont on tient compte pour prendre notre décision et le véritable bénéfice clinique. Il y a toute une série de paramètres qui sont également utilisés pour dire le patient est bon répondeur ou pas. Il y a le status fonctionnel, il y a les événements, les taux de réhospitalisation, les taux de mortalité, l'imagerie et évidemment des composites de ces critères. On rajoute à ce nombre de paramètres qu'on va essayer d'étudier le nombre de personnes qui les interprètent et chacun à leur façon. Donc les patients vont dire ah ben oui, moi je me sens mieux ou moins bien. On va avoir des médecins qui vont dire ah ben moi j'ai X patients qui répondent bien ou pas, ils n'ont pas de base de données pour le prouver, mais ils ont des impressions que. Les organismes de contrôle, les organismes payeurs vont dire ah ben nous, nos critères pour rembourser, c'est ceci, cela. Et l'industrie peut aussi proposer des critères en disant ben tiens, quand on interroge notre matériel dans les mémoires, on va dire ah ben tiens, il a ou non rencontré tel ou tel critère d'efficacité. Pierre parlait tout à l'heure, par exemple, de l'impédance thoracique, etc. Donc vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de paramètres et que ces paramètres sont interprétés un peu à leur guise par différents acteurs. Donc évidemment, ça rend les choses un petit peu compliquées pour être fiables. Et donc il y a entre autres parmi les éléments des répondeurs ou pas répondeurs, c'est l'effet placebo, parce que ici je viens de vous montrer que malheureusement il y a des critères où on dit bah, tiens il n'est pas bon répondeur, mais il faut savoir aussi qu'on a des critères parfois qui sont faussement positifs. Avec cet effet placebo, on a des patients où on dit ah, bah, tiens il s'est bien amélioré, et pourtant on était dans la running phase de certaines études, et donc finalement on n'a pas enfin on a considéré qu'il répondait bien alors que c'était pas vraiment le cas, mais donc l'effet placebo a, je vais dire, beaucoup joué. D'autre part, il y a une discordance claire qui peut exister entre une fraction d'éjection repos et la capacité d'exercice et les symptômes des patients. Et donc, ça veut dire que quand on se base sur uniquement la fraction d'éjection et le remodeling reverse, on n'est pas forcément dans une association de fait avec une amélioration de la symptomatologie. Et donc, comme je vous l'ai dit, il a été conclu que sans remodeling, on a 30% des patients qui ne répondent pas. Or, quand on regarde dans les 30% qui ont été considérés comme étant des non-répondeurs sur base de ce critère-là, il y a toute une série qui s'améliore quand même cliniquement. Donc, on est à nouveau dans une discordance entre dire il faut une amélioration clinique et il faut une amélioration échocardiographique. Et on voit que les deux paramètres eux-mêmes ne se rejoignent pas si souvent que ça. D'autre part, on sait aussi que pour des patients qui ont été réhospitalisés et qui n'avaient pas un remodeling positif, enfin qui ont dû être réhospitalisés et qui n'avaient pas de remodeling positif, on a dit que c'est un échec de la thérapie. Et sachez qu'il y a des études qui ont été faites, et il y a un bel article aussi qui avait été fait, entre autres par l'équipe de Geng, sur le fait que quand en plus chez ces gens-là, pour une raison ou une autre, on coupe la resynchro, ils se détériorent encore plus. Donc ça me laisse quand même la porte ouverte à quoi je vais arriver, c'est que c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a un échec, mais sans cette thérapie, ce serait pire. Donc, où est le cut-off de la réponse? Dernière chose, je vous ai parlé du timing. Dans l'étude reverse que beaucoup d'entre vous ont déjà feuilleté, on s'est basé sur une réduction des diamètres télédiastoliques, aussi bien télésystoliques que télédiastoliques du VG, et on voit que cette réduction s'améliore encore à 2 ans. Donc, quand doit-on prendre le bon timing pour dire que le patient est répondeur ou pas? Honnêtement, ce n'est pas si simple. Alors, parmi les valeurs de base qui ont été suggérées prédictives pour dire que le patient sera un bon répondeur ou ne sera pas un bon répondeur, il y en a certaines qui viennent, comme vous le voyez en bleu sur ma dia, d'études observationnelles. Donc, j'en reviens à ces fameuses études observationnelles. On a dit il y a le sexe masculin, il y a l'étiologie ischémique,
il y a les volumes ventriculaires gauche, un volume ventriculaire gauche qui est très élevé, il y a la filtration glomérulaire qui est abaissée, il y a l'absence d'asynchronisme, et tout ça a amené à cette fameuse DIA que tout le monde a en tête, qui, certes, est vrai, parce que bon, il ne faut pas nier non plus quand même la puissance de beaucoup de ces registres, mais sur base de ça, on va se dire, oh, on hésite un peu, en plus de ça, c'est un homme. Ben, si c'était une femme, on le ferait, si c'est un homme, on ne le fait pas. Donc je pense qu'il faut remettre l'église au milieu du village par rapport à la valeur qu'on doit donner à tous ces critères-là. Et évidemment que la largeur du QRS, et évidemment que le bloc de branche de gauche sont des critères indiscutables, mais les autres critères ne doivent pas faire en sorte qu'on n'en tient pas compte. A contrario, il y a des études de morbimortalité, là on est sur de l'étude en double aveugle, on est sur, j'ai envie de dire, de la vraie science, qui a montré qu'en reprenant ces critères-là, en fait, il n'y a pas d'hétérogénéité entre ces caractéristiques que je viens de citer et la mortalité et à nouveau l'hospitalisation pour heart failure dans ces études en double aveugle. Et donc, on a le même bénéfice à nouveau sur le risque relatif, malgré qu'on a un moindre remodeling reverse. Donc, ça ne doit pas être un critère de désélection de nos patients. De plus, ces patients ont un risque d'hospitalisation pour une insuffisance cardiaque et une mortalité plus élevée. Et donc, si on regarde les chiffres absolus, ben, ces patients sont gagnants. Et alors, je vous rappellerai quand même, parce que évidemment, on a probablement surmédiatisé ces gens qui étaient non répondeurs. Mais si quelqu'un a une étude à me montrer pour dire qu'on a été délétère en implantant de la CRT chez des patients qui ont un bloc de branche gauche et un QRS plutôt que 130, on peut l'envoyer, mais je pense que ces études n'existent pas. D'autre part, et c'est aussi interpellant, c'est qu'il y a des patients où on a dit, ah ben tiens, super, c'est des bons répondeurs, et puis finalement on s'est dit, ils vont mieux, ils ont un remodeling reverse, et on a dit, ne touchons plus à rien, et dans ces groupes de patients considérés comme vraiment des bons répondeurs, on a sous-titré le traitement médicamenteux pour la suite. Donc je vais, parce que je suis un peu comme Pierre à parler beaucoup et donc à dépasser un peu mon temps de parole, supprimer le terme réponse, s'il vous plaît. On sait que l'insuffisance cardiaque, c'est quelque chose d'incurable. Donc la CRT, on ne doit pas s'attendre à ce que ce soit une thérapie curative. Il faut la remettre dans son contexte. On sait que c'est une thérapie qui contribue à améliorer l'asynchronisme retrouvé dans le syndrome, je vais dire, Hutfeller. On sait que ça peut réduire la mortalité. Quand on regarde ce que ça peut donner comme évolution, ben, si vous regardez la ligne rouge pointillée, ça c'est pour les gens qu'on a été resynchronisés alors qu'ils n'auraient pas dû l'être. Et donc évidemment, ben, ces gens, ils n'ont tiré aucun bénéfice et que du contraire, c'est peut-être les seuls chez qui on risque parfois d'être délétère. Quand on regarde la ligne rouge complète, ben ça, c'est l'évolution naturelle des patients qu'on n'a pas implantée alors qu'ils auraient dû l'être. Et puis, on voit que les deux lignes bleues montrent quand même qu'on a une diminution de la progression de la maladie en pointillé ou une stabilisation. Donc, ça, c'est le lot quand même de beaucoup de patients. Et on a quand même aussi des patients qui ont fait mieux que de se stabiliser. Maintenant, pour les patients qui sont tout à fait guéris, ben, revenons-en au fait qu'il y a toujours eu un parallélisme entre l'insuffisance cardiaque et le cancer. La seule chose qui est peut-être un petit peu difficile à avaler dans notre monde cardiologique, c'est que les mots rémission et non-progression ne semblent pas pouvoir faire partie de notre vocabulaire comme les cancérologues sont obligés de l'utiliser. Il y a des propositions maintenant par rapport à l'évaluation de la réponse ou en tout cas du succès de la thérapie qui sont un petit peu différents que ceux qu'on a utilisés jusqu'à présent en termes de uniquement classe NYHA et uniquement échographie. Ils doivent peut-être, ces critères encore être validés. C'est des critères qui ont été proposés par, je ne sais plus, je pense que c'est Packer aux États-Unis. Et donc, pour terminer, oublions le terme non répondeur. La CRT, c'est un traitement du disease modification. Gardez vos critères en tête, vous n'aurez pas de mauvaises surprises pour les patients. L'action 3 et l'action 4, je n'ai malheureusement pas le temps d'en parler. Comme je vous l'ai dit, ben, ça fera peut-être partie d'un autre tome. J'espère qu'on aura l'occasion de refaire des soirées comme ça, et cette fois-ci en présentiel dans notre belle ville de Namur, si vous avez l'occasion de vous déplacer jusque chez nous pour faire ça en présentiel. Et je vous remercie pour votre attention.